Le prochain projet que nous allons voir, c'est à travers l'association ACU, des étudiants qui luttent contre le dérèglement climatique en Amazonie. Donc nous allons tout d'abord voir la petite vidéo qui présente leur projet avant de les accueillir sur scène. Cuán mágico es el Amazonas y no encontrar muchas veces la palabra exacta sobre cuán lindo es el Amazonas. Levantarse todas las mañanas y poder expresar tu sentimiento mirando un árbol, una mariposa, un pájaro, el río, el viento. Todo es un complemento. Cada verano es más largo y menos agua. Los ríos están siendo desiertos. Estamos en una situación muy complicada. El cambio climático nos tocó la puerta. El cambio climático no es una situación que dejamos para mañana. Es una situación que debemos encontrar salida. The times war's coming, and then finally somebody come over from some center, English center, and offered us a scholarship. The English changed my life. I was getting more opportunity. I traveled abroad. Then I came back to the Amazon. I was wondering myself, say, how I will make this possible. Then I realized, okay, I know how. I will teach this guy English free. I will help them to get one technical study and say, now I can speak English. Now I understand better. Now I will respect the jungle. Finally, I found somebody, a group team, who is going to work for, who is working for us. Il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai eu la chance de découvrir un endroit extraordinaire, accompagné d'une personne formidable, Marlon. Marlon est né non loin de la seconde plus grande réserve naturelle d'Amazonie, la réserve Pacaya-Samiria au Pérou, et il a su me faire découvrir un lieu unique, magique, où l'émerveillement est continu. Mais il m'a aussi directement confronté à un contraste saisissant, presque irréel, entre une forêt primaire gorgée de vie et de vastes étendues stériles, ravagées par la déforestation et la pollution. C'est ensuite auprès des populations locales que j'ai constaté des difficultés d'accès à la santé ou à l'éducation, des systèmes énergétiques non adaptés et difficiles à entretenir pour des populations qui peinent déjà à vivre d'une activité touristique pourtant bien présente. En Puerto Miguel hay muchas carencias, como de repente ustedes pueden darse cuenta. No hay servicios básicos, repito. La luz que se brinda 3 veces a la comunidad es a través del combustible fósil. De una otra manera también se contamina el espacio, que es mayormente turístico, ¿no? Y la única o la principal fuente de ingreso económico que tiene la comunidad es el turismo. El problema que existe aquí en la comunidad de Puerto Miguel, más que todo para nosotros, la juventud de nuestro pueblo, que es muy difícil para un chico de la zona rural salir a estudiar adelante. ¿Por qué? Porque no tenemos más que toda la familia allá o los bénéfices économiques. De toutes ces problématiques et de l'engouement des locaux est né ACU. ACU est une association de solidarité internationale qui compte aujourd'hui un peu plus de 50 membres actifs. Elle vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre participant au dérèglement climatique et elle entend contribuer à une prise de conscience collective des enjeux climatiques globaux. Pour cela, elle se donne la mission de favoriser une gestion durable des ressources de la forêt amazonienne à travers l'échange d'outils et de savoirs avec les populations locales. Parallèlement à cela, les bénévoles effectuent des campagnes de sensibilisation dans leurs pays respectifs. Pour atteindre au mieux ces objectifs, l'association réalise d'abord des mesures d'impact dans différents villages pour déterminer au mieux
ceux dans lesquels une action de solidarité internationale est envisageable. Vint ensuite l'aménagement d'un espace de vie commun pour dégager ensemble différents projets pédagogiques permettant de répondre à ces dites problématiques. Cette année, l'association se concentre sur le village de Puerto Miguel, défini comme village pilote par ACU. Bienvenue à Puerto Miguel, où nous nous trouvons pour la phase de chantier qui permettra la mise en place des premiers projets grâce notamment à la construction de la maison communautaire sur le terrain derrière moi qui nous a été donné par la municipalité. La maison sera terminée d'ici début 2018. Elle sera formée de 2 espaces avec à l'arrière une maison à proprement parler pour l'accueil des bénévoles et à l'avant 2 parties. Un espace de vie commun pour la réflexion et le partage de connaissances et de compétences, et un atelier pour la réalisation des projets définis dans l'espace de vie commun. Ainsi, nous pourrons par exemple réfléchir ensemble à l'installation d'un poste de santé, échanger des savoirs pour préserver cet environnement incroyable par l'intermédiaire notamment d'une formation en anglais basée sur la biologie qui permettra également aux populations d'être autonomes pour une gestion durable de l'afflux touristique. Et c'est aussi dans cet espace que nous pourrons penser à la transition énergétique qui est déjà au programme avec la planification de l'installation de panneaux solaires photovoltaïques et la création d'une hydrolienne à Trujillo. Le projet Hydrama est né de la collaboration entre Winded Institute et ACU, du fait des problématiques énergétiques qui ont été constatées dans les villages qui bordent l'Amazone. Il s'agit de l'étude et de la construction d'une hydrolienne open source qui permettra de remplacer les systèmes de production d'énergie polluants, comme par exemple les groupes électrogènes existants. Winded Institute est une ONG basée à Trujillo qui, depuis une dizaine d'années déjà, construit et met en place des éoliennes pour l'électrification de villages. C'est pourquoi, ensemble, les 2 associations vont collaborer sur ce système innovant qui pourra être construit et réparé grâce aux plans et tutoriels en libre accès sur Internet et qui permettra de produire une énergie propre grâce au fleuve de l'Amazone. C'est donc 5 ingénieurs provenant des 2 associations qui vont collaborer durant 6 mois à la réalisation de ce projet. Es una energía que, como usted le ve, que no es apropiado y no sé si por ese caso pudiera haber una energía más barata y no contaminante, porque también aquí la gasolina o el petróleo es contaminante. Y si pudiera haber una energía más barata, como les digo, y que no sea contaminante, sería mucho mejor para nosotros. Entonces ya se ve una realidad que va a ser, y más bien estoy muy contento, muy alegre que esta organización va a estar acá, no se sabe por cuántos años, pero enseñando a los jóvenes, no solamente a jóvenes, a adultos también de repente, y va a ser mucho bueno, porque va a ser para quizás arreglar la calidad de vida, lo que tenemos, porque un estudio para ir a la ciudad nos cuesta muchísimo dinero y qué bien agradecer a la organización que viene a dar el estudio gratuito acá. These persons, these young, these old, they are waiting for us. We're waiting for them too. We're waiting for them to understand. We're waiting for them to come in and tell us that I won't cut this tree. I won't throw bottle in the water. It's a little hard. It's a little complicated, but it's not impossible. And this time will happen. I am pretty sure. Everybody has a dream, and my dream was connected with somebody, Johan Ray. Unfortunately, he found a good person who's going to help us.
I want to say things with my heart. I want to say thanks to everybody who's going to listen. Thank you very much. Aku! Merci. Donc nous accueillons sur scène Johan Réricor, qui est fondateur, président de l'association ACU, et Antoine Berlioz. Nous les avons vus tous les deux dans la vidéo. Ils sont avec nous ce soir. Donc leur projet consistait à la mise en place d'une maison communautaire pour la réflexion et la création de projets de développement durable sur les thématiques de l'énergie, du tourisme, des déchets et de la préservation de la biodiversité. Je vous laisse nous en dire plus. Avec grand plaisir. Bonsoir à tous. On espère, que cette vidéo elle a su vous plonger au cœur de la plus grande forêt tropicale du monde. Il faut dire que c'était un peu notre souhait avec Antoine lorsqu'on l'a réalisé et monté. L'Amazonie, c'est vraiment un endroit qui est incroyable. Ce qui se passe en fait quand vous pénétrez cette forêt, c'est que immédiatement, tous vos sens ils sont submergés d'informations, dans le bon sens du terme. Vous avez toutes ces nuances de vert, vous avez également le son, le bruit assourdissant de la forêt, il est paradoxalement extrêmement relaxant et plaisant. Il est dû à cette biodiversité incomparable qu'il abrite en fait. Vous avez aussi cette humidité qui vous tient au corps et cette chaleur qui est dégagée et qui est énorme. Finalement, en fait, toute cette énergie qu'elle va dégager cette forêt, il paraît inconcevable qu'elle soit si fragile, parce qu'en fait, on ressent un réel pouvoir là-bas. Je pense que je vous apprends rien ce soir si je vous dis que l'Amazonie elle est en grand danger. Du coup, je vais m'attarder sur une phrase positive qu'on entend beaucoup là-bas et qui nous donne beaucoup d'énergie avec Antoine, et qui n'est d'autre que « La forêt détient les réponses aux questions que nous ne nous posons pas encore ». Alors nos bénévoles, c'est justement dans son rôle de préservation de la vie, où qu'elle soit sur la planète finalement, que les bénévoles d'ACU ils vont puiser toute leur énergie pour pouvoir mettre en œuvre leur projet. Et on a remarqué rapidement que cette énergie, elle était décuplée. Elle est décuplée lorsque les bénévoles, ils assistent de leurs propres yeux à tous les bouleversements qui affectent la forêt. Les images que vous voyez là, elles ont été prises par Antoine et moi-même. La première à Tamashi-Aku, c'est pas très loin du village où on est, où il y a une décharge à ciel ouvert qui est absolument gigantesque. Et la seconde, elle a été prise à Yurimaguas, entre Yurimaguas et Tarapoto, où là, on parle d'une exploitation d'huile de palme de plusieurs dizaines de milliers d'hectares. C'est des images en fait qui vous restent en tête et qui vous donnent une énergie incroyable à vouloir agir pour la préservation de ce lieu magnifique. Je pense finalement que si on devait résumer notre année avec Antoine, on dirait qu'elle consistait à relever de nombreux défis et en dehors de notre zone de confort. C'est justement le fait que ce soit en dehors de cette zone de confort, de notre zone de confort à nous, qui a rendu l'expérience si enrichissante. Les premiers défis qu'on a eu relevés, mis à part de trouver comment manger, boire, dormir, c'était finalement d'établir un climat de confiance avec les locaux, d'établir un climat de communication avec eux. Une fois que ça a été fait, on a pu commencer nos premiers projets. Alors la vidéo que vous avez vue juste avant, elle a été réalisée au tout début de notre expérience. C'est dès qu'on est arrivé sur place en fait qu'on a monté la vidéo, et c'était il y a 1 an, et c'était pour fêter les 1 an de l'association ACU. Du coup aujourd'hui on fête nos 2 ans. Et depuis c'est passé plein de choses, et c'est ce dont on va vous parler maintenant. La première chose, c'était de construire les maisons communautaires. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans la vidéo. On pensait réellement que ça allait mettre entre 7 et 8 mois, mais finalement, il y a une centaine de bénévoles locaux qui sont venus prêter main forte à cette construction. Et en fait, en 50 jours, la maison, elle était terminée. On a reçu également plein de bénévoles internationaux qui sont venus nous retrouver pour aider à la construction. Une fois que la maison communautaire elle a été établie, on a commencé nos premiers projets, mais avant, on s'est vraiment interrogé sur les valeurs qu'on voulait transmettre à travers ces projets-là, justement. On a identifié 3 points là pour ce soir, la bienveillance dans nos actions, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment que la demande vienne d'eux, finalement, et on voulait vraiment répondre à un besoin qui était réel. Et cette bienveillance, on la retrouve également dans le fait que chez ACU, on va chercher sans cesse à évaluer notre impact, à remettre en question perpétuellement finalement nos actions. Et ça passe par l'échange, qui est le deuxième point du coup. L'échange, c'est l'échange qu'on a avec les communautés, et l'échange aussi que les bénévoles, lorsqu'ils rentrent dans leur pays respectif, ils vont avoir autour d'eux. Cet échange, il permet de faire évoluer les mentalités et d'engendrer, on espère, une prise de conscience collective des enjeux climatiques globaux. Je crois que j'en ai dit dans la vidéo d'ailleurs ça. La diversification. La diversification, on pense réellement qu'en diversifiant nos projets et en diversifiant le profil des compétences de nos bénévoles, on arrive à optimiser l'impact.
Cette idée de diversité, on la tient finalement de la forêt. Et toutes ces valeurs, en fait, on a vraiment voulu les incorporer dans un système, dans une structure. Parce qu'on voulait que notre structure, en fait, elle arrive à porter ces valeurs-là. C'est pourquoi, en fait, dans l'association, on s'est rapidement rendu compte qu'avec le nombre de bénévoles qui augmentait extrêmement rapidement, il nous fallait un modèle de gouvernance alternatif qui justement était en accord avec les valeurs qu'on voulait transmettre. Ce modèle de gouvernance, il est fortement inspiré du modèle de gouvernance inventé par Brian J. Robertson, un Américain, qui s'appelle l'holacratie. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà expérimenté le modèle ou qui le connaissent. À nous, en fait, il est vraiment adapté à l'association, il nous permet vraiment de justifier ces valeurs-là à travers l'évaluation d'impact, par exemple, qui remet en cause tous nos projets perpétuellement. Et il permet vraiment de stimuler la prise d'initiative de chacune des personnes dans l'association. Comment ? Eh bien, en répartissant le pouvoir et l'autorité entre les différentes personnes. C'est pas une structure horizontale, c'est pas une structure pyramidale, c'est quelque chose entre les deux et ça nous convient très bien. Et dès qu'on a eu tout ça, on a commencé tous les projets. Maintenant, je vais vous laisser Antoine parler pour en présenter quelques-uns. Pardon. Bien, merci beaucoup pour cette introduction, Johan. Bonsoir à tous. Alors, donc le premier projet qu'on a pu mettre en place dans cette maison, une fois qu'elle a été inaugurée, ça a été un projet de pédagogie et c'était la formation d'anglais. Donc du coup, cette formation, en fait, elle répond à un besoin des populations locales, un besoin de pouvoir communiquer avec les touristes. En fait, vous l'avez vu dans la vidéo qu'on a pu vous montrer avant. La région, en fait, elle est très riche en biodiversité. Et c'est ce qui fait qu'elle est sujette à un tourisme important. Et du coup, pour pouvoir répondre à une problématique de communication, on a mis en place cette formation-là. Donc c'est une formation qui accueille, parce qu'aujourd'hui encore, il y a des cours qui sont dispensés, qui accueille 60 étudiants, donc qui sont âgés de 6 à 36 ans, et qui viennent de Puerto Miguel principalement, mais aussi d'autres villages, comme Libertad ou Vista Alegre. Il y a 2 élèves qui viennent d'un village plus loin, donc, qui s'appelle Bagasan. Donc ici, vous voyez Icler et Rosé, qui ont 17 et 19 ans. Ils viennent du village de Bagasan, qui est situé à plusieurs heures de bateau de Puerto Miguel. Et en fait, ils ont entendu parler de l'association, ils ont entendu parler du projet de pédagogie qu'on allait mettre en place, et ils ont décidé, du coup, de venir vivre à Puerto Miguel pour pouvoir suivre cette formation-là. Donc c'est l'occasion vraiment pour eux d'apprendre une langue nouvelle et l'occasion pour nous tous ensemble de participer à cet enrichissement de la connaissance collective. Donc en parallèle de ce projet-là, de ce projet de formation, de pédagogie, on a mené un projet lié à l'énergie, c'est le projet Hydrama. Donc je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente. C'est en fait la conception d'une hydrolienne, la première hydrolienne open source d'Amazonie. Donc elle a été réalisée en partenariat avec une ONG, l'ONG Windhead Institute, qui est basée à Trujillo. Donc une équipe d'ingénieurs a, dans un premier temps, étudié, conçu l'hydrolienne. Et une fois qu'elle a été testée, elle a été mise en place dans le village de Vista Alegre pour pouvoir pallier un problème énergétique, pour pouvoir remplacer un groupe électrogène préexistant. Donc après 4 jours de montage, donc avec les locaux, et puis après les avoir formés à l'utilisation, à la maintenance de l'hydrolienne, elle a pu être opérationnelle. Donc toujours sur la même thématique de l'énergie, on a pu équiper des écoles en panneaux photovoltaïques, donc notamment l'école de Puerto Miguel, l'école de Vista Alegre, et aussi l'école d'art de Puerto Miguel, pour pouvoir, encore une fois, remplacer un groupe électrogène préexistant, pallier à un problème énergétique, puisque la plupart de ces écoles-là, elles sont distantes du village, et il fallait qu'elles puissent être autonomes d'un point de vue énergétique. Donc en fait, à coup, vous l'aurez compris, ça ne s'arrête pas là. À coup, avec l'association, on a pu mettre en place de nombreux projets. Les problématiques liées à l'Amazonie sont nombreuses, mais les projets en cours à l'étude et ceux envisagés sont encore plus nombreux. Et donc on parle principalement de projets à l'étude basés sur la préservation de la biodiversité, sur l'accès à la santé, aux soins, l'accès à l'eau potable. On a aussi un projet de reportage pour pouvoir sensibiliser. Et c'est justement sensibiliser, c'est justement ce qu'on fait localement, ce qu'on fait en France. Donc on privilégie par exemple
des formations, on fait des conférences pour présenter ce qu'on a pu faire, présenter les problématiques liées à l'Amazonie. On fait des expositions comme celle que vous avez pu voir dans la salle, une exposition photographique notamment. Et ensuite, on assiste à des événements, par exemple des festivals, donc comme le Climax qui a eu lieu en début d'année, et aussi le festival ZZ. Et puis, Johan, après la conférence, s'apprête à partir en Pologne, à la COP24. Donc voilà, du coup, je te relaisse la parole. Voilà. Vous l'aurez compris, Aku, c'est plein de projets différents. Et cette année particulièrement, on est très fiers. Parce que les projets qui sont à venir, il y en a beaucoup qui vont impliquer des étudiants de Grenoble INP. Alors on a déjà le projet Acube. Alors Acube pour NC-Cube, énergie, eau, environnement. Ce sont 6 étudiants qui vont partir de mars à juillet 2019 et qui vont essayer de pallier aux problématiques de la gestion des déchets plastiques à Porto-Miguel, mais qui vont également essayer de trouver des nouvelles solutions pour l'agriculture locale, qui est extrêmement malmenée par le dérèglement climatique. Il faut savoir que les saisons, elles sont avec les 4 mois actuellement, et par la contamination des milieux. On parlait de gestion de l'eau potable, c'est aussi une des raisons pour laquelle ils n'ont plus d'eau potable là-bas. Ensuite, on a le projet Aku Solidarière. Alors là, c'est 12 étudiants, en partenariat avec l'association Solidarière, qui est une association de Grenoble INP, qui vont partir de juillet-août cette année, enfin l'année prochaine du coup, pour mettre en place un low-tech lab qui sera spécialisé dans l'électrification et dans la purification de l'eau potable. Ces étudiants, vous les avez peut-être déjà vus parce qu'ils sont actuellement dans la salle, il y en a pas mal qui sont là, et voilà, ils sont 12 de toutes les écoles là par contre. Et s'en suivra le projet Bacassan. Alors Bacassan, Antoine en a parlé tout à l'heure, c'est le village de Rossé et Hickler. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'ils sont venus nous voir plusieurs fois avec le désir fort de mettre un projet en collaboration, enfin de faire un projet en commun. Et du coup, on a eu la chance de se rendre à Bacassan, de commencer à évaluer les possibilités. Il se trouve que c'est un grand village de 2000 habitants où les locaux se prêtent à nous donner un hôpital, une école et un hôtel pour nos bénévoles carrément. Et du coup, en fait, on a décidé d'envoyer une équipe de... Ils sont 7, maintenant il y en a 6 de FELMA, qui vont partir en césure entre septembre et août 2020 pour justement faire des mesures d'impact. Alors pour à la fois pérenniser les projets précédents qui ont été mis en place à Porto-Miguel, donc tous les projets qui ont été faits par les équipes précédentes, et pour ensuite les faire ouvrir à coup à de nouveaux horizons en élargissant la mesure d'impact à un nouveau village. La mesure d'impact, c'est quelque chose qui est très compliqué, du coup ils vont suivre une grosse formation, et ils sont là aussi. Et n'hésitez pas à leur parler d'ailleurs tout à l'heure, vous pouvez justement parler plus en détail de tous ces projets-là. Pour finir, je tenais à remercier évidemment tous les partenaires qui nous ont soutenus jusqu'alors. Il y en a eu pas mal et sans eux, en fait, on ne pourrait pas en être là aujourd'hui. Et un merci tout spécial à la Fondation INP qui a été finalement la première fondation à croire en nous et à nous soutenir. C'était vraiment la première fondation à nous suivre. Et mon dernier merci, c'est à Manuel Mendoza. C'est un ingénieur mexicain qui est du coup dans l'association Aku et qui a développé l'application de réalité augmentée que vous pouvez tester dès à présent sur le stand Aku tout à l'heure, en parlant à nos bénévoles, bien sûr. Si c'est pas déjà fait, oui. Et vous pouvez vraiment on va essayer vraiment de vous immerger encore plus. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pas fini. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Bravo, merci. Si vous deviez partager avec nous un moment que vous avez vécu, que vous aimeriez nous raconter, quel serait-il pendant cette expérience en Amazonie? Un moment en Amazonie... en fait, quand on vit là-bas... Vous m'entendez bien, là, ouais. Quand on vit là-bas, c'est quelque chose de... Comme il disait Johan tout à l'heure, c'est très très fort. On est avec les populations locales, on est dans un endroit, on est immergé dans l'Amazonie, donc dans toute la richesse de cette région-là. Alors du coup, je vais focaliser sur une expérience. Donc en fait, on était en train de travailler à la construction de la maison communautaire, donc avec des locaux, des bénévoles. C'était bien avant que la maison soit construite. Et donc en fait, on posait de la moustiquaire. Donc pourquoi la moustiquaire? Parce qu'il y a pas mal de moustiques. Et en fait, un local, Alipio,
un local du village, est venu me rejoindre. Il était accompagné de 2 personnes, donc 2 inconnus. Donc en fait, bon, voilà, on se présente, ils se présentent. Et ils m'apprennent du coup qu'ils ont entendu parler de l'association. Ils ont entendu parler du projet ACU, du projet de pédagogie, de formation. Et ils souhaitaient rencontrer un membre de l'association et lui présenter leur désir de travailler avec nous. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 personnes-là, en fait, ce sont les autorités d'un village qui s'appelle Victoria. Ce sont les autorités de ce village-là qui est beaucoup plus grand que celui de Puerto Miguel, à peu près 4 ou 5 fois en termes de population. Et en fait, ils souhaitaient venir me rencontrer. Donc en fait, rencontrer un membre de l'association. Ils ont fait 3 jours de bateau pour venir jusqu'à Puerto Miguel, trouver un membre de l'association et lui exprimer leur désir fort de collaborer avec nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, c'est vraiment ce jour-là où je me suis rendu compte, où j'ai pris conscience de l'ampleur, de l'impact positif que pouvait avoir de tels projets. Et j'ai vraiment compris tout l'engouement qu'il y avait à apprendre, que les locaux avaient à apprendre, à préserver leur biodiversité. Ça a été le jour déclic, où vraiment je me suis dit, mais en fait, on est vraiment en train d'apporter quelque chose qui est... En fait, à la base, on pensait qu'il y aurait vraiment une démarche à faire, peut-être... oui, je parle peut-être un peu longtemps. Mais en fait, les gens viennent à nous. Les gens viennent à nous, ils sont vachement intéressés. Et voilà, c'est vraiment, ça a été le jour où j'ai compris tout ça, quoi. Donc, bon, voilà, pour vous partager ce petit moment. Merci. Avez-vous quelques questions dans la salle? Oui, merci pour cette présentation, ces actions. J'avais quelques questions. Vous êtes soutenu par les autorités locales. Bon, évidemment, c'est très bien. Alors, est-ce que vous avez des contacts, voire des soutiens avec les autorités régionales, nationales, qui pourraient vous aider dans le sens de... Alors, ce qu'il faut savoir avec l'Amérique du Sud, c'est que c'est extrêmement compliqué d'être soutenu par les autorités locales et politiques, tellement... Enfin, la corruption est vraiment présente. Il faut savoir, par exemple, que quand on a mis l'hydrolienne à l'eau, le lendemain, les gardes-côtes sont venus nous voir pour nous demander de l'argent. C'est vraiment pour vous montrer, en fait, que, pareil, le premier terrain qu'on nous a donné, que le village nous a donné, il a été racheté par une entreprise américaine enfin, pas légalement, c'est-à-dire que c'est un peu de la corruption, quoi. Ils ont eu un terrain qu'on avait eu. Donc en fait, nos contacts au niveau politique et régionaux, ça va beaucoup plus être les associations locales et des fois les étudiants et les universités, dont celle de l'UNAP à Iquitos, qui est la plus grande ville au monde sans accès par la route, actuellement, mais ça va changer, qui est du coup à 4 heures de Puerto Miguel. Je sais pas si c'est un truc à rajouter. Du coup, on n'a pas spécialement de contact actuellement avec des autorités gouvernementales là-bas. Merci. Une autre question? Oui, bravo d'abord pour votre initiative, mais j'avais une question sur la pérennité, en fait, sur le gros problème, en fait, quand vous installez je parle de l'énergie, de sources d'énergie décentralisée, c'est la formation qui va avec, parce qu'il y a la maintenance derrière, c'est-à-dire être sûr que vous l'installez pas et que dans un an, ça tombe en panne, quoi. Donc, d'abord, il y a la construction et ensuite, il y a la maintenance. Donc, c'est les 2 questions. Enfin, je suppose que pour votre hydrolienne, vous avez pensé à tous ces aspects-là. Je l'expliquais tout à l'heure, dans la structure même de l'association, il y a un pôle, donc un groupe de personnes qui est spécialisé dans l'évaluation d'impact. C'est justement ces personnes-là qui vont permettre de pérenniser nos projets, c'est cette idée-là. C'est-à-dire que c'est un groupe de personnes qui travaillent à mesurer l'impact de nos actions, qu'elles soient en France ou sur place, et qui mandatent des équipes justement, spécifiquement pour partir, aller voir comment se passe le projet, si les locaux ils ont bien compris la formation, si tout ça c'est bien géré. On a aussi la chance d'avoir du monde tout le temps sur place. Il n'y a jamais de période de creux. L'année dernière, on a reçu entre 50 et 60 bénévoles. Donc ça vraiment, on a beaucoup de profils aussi d'étudiants ingénieurs. Vous les avez vus, il y en a pas mal qui vont partir. Du coup, cette formation, on continue à la porter en continu. On continue à porter cette formation du coup tout au long de l'année, quoi.
Et les tutoriels de l'hydrolienne, les tutos, c'est vu qu'elle est open source, en fait, il y a beaucoup de documentation qu'ils ont réalisé les ingénieurs. Vous parliez de maintenance de l'hydrolienne. L'équipe qui a réalisé cette hydrolienne-là, pendant la mise en place, elle a aussi formé les locaux à son utilisation, sa maintenance. Voilà. Et pour ce qui est de construire, parce que pareil, il faut qu'ils soient capables de... Enfin, on a pensé aussi à la construction de l'hydrolienne, parce que c'est juste un premier projet pilote. On est en partenariat justement avec l'ONG américaine, et en fait, tous les matériaux, tout a été fait sur place, mis à part les aimants qui ont été importés, forcément. Mais tout le reste, en fait, a été construit et bâti à Trujillo, quoi. Merci. Un grand bravo à vous.